Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Lucie et le serveur Discord, épisode 3. Dans le dernier épisode, Lucie nous a raconté le bad trip qu'elle a vécu sous LSD. Elle a dû avaler un benzodiazépine pour mettre fin à l'espèce de cauchemar qui la submergeait. L'expérience a mis en place une nouvelle dynamique dans son esprit, et elle va vivre une nouvelle épreuve qui va durer plusieurs mois. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je dis pas que la drogue c'est bien ou c'est pas bien. Je dis juste que pour certaines personnes qui n'ont pas les épaules ou qui sont pas accrochées, ancrées à la réalité, qui peuvent se dire bah voilà ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, c'est compliqué à gérer en fait. Pour ces gens qui sont fragiles, ces gens qui sont anxieux, c'est compliqué à gérer, c'est pas bien pour moi parce que je suis une personne sensible. Mais pour d'autres gens, je sais que ça leur fait pas peur en fait. Ça leur fait pas peur et ça a pas d'impact sur eux dans le sens où ils continuent de vivre leur vie tranquillement et ils en sont pas terrorisés. Moi, après ce bad trip, j'ai mis des mois à m'en remettre. C'était difficile, c'était dur, c'était très dur. J'ai eu des pensées sombres, j'ai eu des pensées noires. J'étais persuadée que j'étais bloquée. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent machin a pris ça, il est resté perché. C'est pas vrai. Faut savoir, c'est pas vrai. Mais par contre, on s'auto-influence. En fait, c'est psychologique. On pense qu'on est bloqué parce que on sort de ce trip en étant changé. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais persuadée que j'étais un peu bloquée là-dedans, et j'avais toujours l'impression que quand je fixais trop longtemps une partie du décor, qu'elle bougeait un peu ou que machin. Donc je me suis influencée moi-même bêtement en me disant mais je vais jamais m'en sortir en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis étape par étape, j'ai mis du temps à m'en sortir, mais je l'ai fait. Mais au début c'était vraiment compliqué quoi. J'ai eu vraiment énormément de mal à sortir de cette espèce de boucle infernale quoi. J'ai mis 7 mois je pense à tout compter. Et tous les 3 mois je croyais que c'était fini pour de bon. Je sais que tous les 2-3 mois je me disais là j'ai l'impression que c'est ok, cette fois ça va mieux, c'est fini, c'est enfin derrière moi. Et puis après tu te rends compte que en fait ça va pas. Ça a été vraiment un chemin compliqué, mais je l'ai fait étape par étape et je pense que maintenant ça va. J'y pense encore, enfin, il y a des séquelles dans le sens où on a peur. Par exemple, moi, je peux plus écouter de musique techno en étant angoissée, quoi. Genre les musiques qu'on avait l'habitude d'écouter quand on était à ces soirées-là, ça m'a stressée pendant trop longtemps. Maintenant, ça va, je peux y réécouter. Mais pendant un moment, je pouvais plus supporter la psytrance, la techno, etc. C'était compliqué. Maintenant, je suis un peu détachée de ça. J'ai détaché la drogue de la musique, donc pour ça, c'est réglé. Mais c'est vrai que ça laisse des petites séquelles quand même, on s'en rend compte quoi, qu'on a vécu un seul truc, même si on peut pas l'expliquer forcément aux autres, on se rend compte quoi. Tout le délire est venu après en fait. C'est pas... Autant j'ai eu peur sur le moment, mais la peur c'est un truc qui s'arrête. Ça s'arrêtait pas, c'était non-stop derrière moi tous les mois qui ont suivi. Ça a été compliqué et j'en ai parlé à personne, mais j'avais envie de me jeter sous une voiture, quoi. C'était trop dur. En fait, pendant cette espèce de période de remise de soins, ça s'est beaucoup manifesté par de la paranoïa et surtout, en fait, j'avais l'impression que j'avais cassé mon corps, que j'avais cassé mon esprit. Enfin, dans le sens où brisé, quoi. J'avais l'impression que j'étais brisée et que j'avais tout foutu en l'air et je pensais que c'était pas rattrapable. Je pensais que c'était foutu, que j'y croyais alors que c'était peine perdue. Et je me sentais vraiment coincée dans un corps trop abîmé, dans un esprit trop abîmé pour vivre. Et j'avais énormément de pensées intrusives. J'avais énormément de pensées noires et
Je dormais plus la nuit, j'ai arrêté de manger, j'ai perdu énormément de poids. J'ai jamais trop eu une morphologie stable. Enfin, j'ai jamais fait le poids que je devais faire, mais là j'avais vraiment perdu énormément de poids. Ma famille avait remarqué, alors que ils n'ont jamais su que je consommais. Mais par contre, ils ont remarqué que je devenais maigre. J'avais les joues qui se creusaient. Quand je me pesais, quand je montais sur la balance, j'étais à 38. Enfin bref, j'ai vraiment, je crois que j'ai toujours été entre 40 et 45 kilos dans la vie normale, mais j'étais vraiment, je faisais que descendre. En fait, je faisais que descendre tout le temps, je mangeais de moins en moins. Je mangeais des princes, des gâteaux au chocolat de temps en temps, et c'est tout. Et ça a été compliqué parce que je sais que j'ai pleuré devant de la bouffe parce que je savais que j'adorais la pizza, mais je pouvais pas la manger, cette putain de part de pizza. J'avais pas envie, j'avais pas la faim. J'avais pas le goût. Et un truc qui a été très perturbant aussi, c'est que après ce bad trip, surtout au début, après ça allait mieux, mais surtout au début, j'avais l'impression que mon goût avait changé. Moi, j'ai toujours adoré le chocolat. Ça, c'est mon autre addiction, c'est mon truc, c'est mon péché mignon. Ça n'avait plus le même goût. Ça aussi, ça m'a fait chialer, parce que je pouvais plus apprécier en mangeant du chocolat. J'avais l'impression que la recette en était changée, quoi, que c'était plus la même chose. C'était plus quelque chose que j'appréciais autant. Donc j'avais plus envie de manger, j'avais peur de manger. Et ça a été trop compliqué pour mon corps parfois de gérer. Je sais que j'ai fait des malaises, je crois que ça s'appelle malaise vagal. Je sais que j'en ai fait quelques-uns. Dès qu'il faisait un peu chaud, je pouvais plus bouger, je voyais plus rien, ma vision elle devenait toute noire. Et puis j'étais un cadavre, quoi. Je pouvais plus. Heureusement que j'avais des copains qui étaient présents dans ces moments-là pour me relever ou pour me sortir du tram. Ça m'est arrivé dans le tram une fois. Enfin bref, c'était déstabilisant, c'était compliqué à gérer. Ça s'est manifesté physiquement et mentalement, surtout mentalement, mais aussi physiquement. Je pense que c'était lié. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait avoir causé cette espèce d'anorexie passagère à part ça. Et mentalement, c'était sûr que c'était ça. Enfin, j'étais persuadée que j'avais brisé mon esprit et que je pourrais jamais m'en remettre et que j'étais coincée là-dedans et que j'allais être juste quelque chose, une conscience qui allait y penser tout le temps, en fait. Enfin, un être vivant, du coup, qui réfléchit, qui pense à sa vie et qui allait juste être spectateur de cette connerie, de cette erreur que j'ai faite pendant toute ma vie, quoi. Mais au final, bah non, je me suis trompée. Et tant mieux. J'en ai jamais parlé au serveur. J'ai jamais parlé de ce que j'avais sur le cœur sur le serveur. En fait, c'était des gens que je connaissais, donc on en a parlé entre nous dans des discussions privées, mais rarement. Je crois pas avoir parlé de choses trop personnelles sur le serveur. J'ai pas cherché le soutien. J'ai cherché le soutien auprès de 2 personnes, mais pas auprès des autres, quoi. Ça m'a pas. C'était pas. Je pense pas que ça m'intéressait pas, je pense. Si, ce qu'il me fallait, c'était l'avoir de mes proches, de mes véritables proches, quoi. Je pense que c'est le temps et d'en parler avec quelqu'un qui aura un point de vue extérieur. Le temps, ça m'a appris à voir comment ça évoluait, la situation. Et les personnes à qui j'en ai parlé, qui m'ont donné leur point de vue, ça m'a servi pour me rendre compte que je pouvais me tromper, je pouvais faire fausse route parfois. Par exemple, mon conjoint, il m'a dit que c'était dans ma tête, que j'étais pas bloquée, en fait, que c'était ce que je croyais, mais que... Enfin, je fais un résumé rapide de ce qu'il m'a dit, hein, c'était plus long. Et que c'était psychologique et que, en fait, c'est pas que j'étais coincée, c'est que j'en suis sortie différente. Que notre personnalité, elle change au fur et à mesure de la vie. Là, je suis sortie d'une grosse période où j'ai fait 2 ans de consommation à peu près, je crois. Et je suis sortie et quand j'ai arrêté, j'ai pu me rendre compte à quel point j'avais changé, en fait. C'est tout. C'était juste, j'étais plus la même personne. J'ai arrêté pendant 1 an et ça m'est arrivé de reconsommer. Je crois que la dernière fois que j'ai consommé, c'était au mois d'août. C'est de la cocaïne.
Et j'ai arrêté. Là, je pense que j'ai arrêté pour de bon. Parce que, en fait, je me suis dit, c'est bon, c'est passé, je suis réparée si je le fais de temps en temps, très éloigné, genre tous les 4 mois, tous les 5 mois, j'en sais rien, enfin, au pifomètre. Je vais être hors de danger, je vais pas me croire trop mal. Et surtout, j'ai arrêté ce qui est psychédélique et ce qui est trop. En fait, je suis restée sur les stimulants. Ce qui était trop. Ce qui me désinhibait trop, j'ai laissé tomber et je me suis dit, moi, je suis plutôt fragile d'esprit, je vais faire des trucs qui me modifient pas mon état de conscience, quoi, mon esprit. Alors j'ai été à fond dans les stimulants, la cocaïne, ça a été très sympa. Et en fait, plus du tout après. Genre, ça a été, j'ai eu des soucis avec le cœur. Enfin, c'est rien de grave, rien de confirmé. Mais il y a quelques fois où j'ai cru que mon cœur il allait claquer, quoi. J'ai cru que ça allait lâcher. Et quand je prenais de la cocaïne, ces périodes-là, c'était compliqué parce que je faisais tout le temps plein de trucs. Et si je faisais plus rien et qu'il y avait rien à faire et que je fumais pas clope sur clope, je me faisais chier. J'avais envie de faire quelque chose. Enfin, normal, j'étais stimulée, quoi. J'avais envie de bouger, mais j'avais toujours la flemme de sortir, quoi. Et je sais qu'il y a une période à la fac où pendant quelques semaines, je sais plus, j'étais à fond dans la cocaïne avec une amie à moi. Et toutes les semaines, on allait en chercher. C'était une période un peu compliquée pour moi. J'étais vraiment tout le temps cloîtrée chez moi, les rideaux fermés sur Netflix ou à fumer des joints. Et en fait, prendre de la cocaïne, ça me donnait Enfin, ça me faisait faire des choses sans effort. C'est-à-dire que je prenais une trace et j'en profitais pour faire ma vaisselle que j'avais pas fait depuis hier, quoi. Et ça me motivait alors que j'avais la flemme de tout. J'avais la flemme de tout, alors ça me motivait bien. Mais maintenant, j'ai arrêté. Je prends plus rien et j'ai plus envie de prendre quoi que ce soit. Et je pense que c'est mieux pour moi. Je pense que c'est mieux pour mon corps. Je pense que c'est mieux pour mon esprit. Et j'ai hâte que ce soit vraiment loin derrière moi, quoi. Franchement, j'ai pas eu peur d'essayer l'héroïne. Je pense que c'est vraiment un tabou, un truc de fou. À chaque fois, enfin, les gens s'attendent toujours à un truc de malade bah en fait, j'ai été déçue, quoi. Je me suis dit, c'est après l'avoir pris en fait que j'ai réfléchi. C'est après ce trip-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, putain, c'est quand même une étape au-dessus. C'est quand même grave, tu vois. C'est digne du junkie par définition. Et en fait, pas du tout. C'était le moins intéressant que j'ai testé. Franchement, c'était. Après, on va pas se mentir, les quantités, ça change quelque chose. Et moi, j'en ai pris qu'une fois, c'était pas une grosse dose. Mais voilà, tout ce que j'ai fait, c'est somnoler et me sentir bien, quoi. Mais j'avais connu plus intéressant comme substance. Pour moi, ça a vraiment été juste. Ça m'a appris des trucs. Ça m'a juste appris des trucs. C'est du savoir, en fait. J'ai essayé, j'ai trouvé ça pourri. Et j'ai jamais eu particulièrement envie de réessayer, quoi. J'ai décidé de prendre de l'héroïne parce que j'ai eu l'occasion, elle était là, et que ça pouvait m'apprendre ce que c'était. Je pouvais savoir officiellement, j'avais le produit devant moi, je pouvais savoir ce que ça faisait, en fait. Et j'avoue que je m'en fichais un peu de ma santé. Mais c'est vrai que ça peut faire peur quand on dit ce mot-là, genre ça les gens, ils en sont plus choqués. Ils disent ouais, attention, là c'est quand même un truc de fou, c'est quand même une étape de fou. Et en vrai, il y a plein de substances qui sont bien plus graves, bien plus dangereuses que celle-là, et on le sait pas, quoi. On est super mal informés. On est vraiment très très mal informés. Ouais, ça dépend pourquoi. C'est dangereux, mais ça dépend sur quel plan en fait. C'est compliqué à gérer, c'est sûr. En plus, on a des copains qui ont des galères avec les opiacés. Et, on sait que c'est compliqué, mais notre problème, en tout cas en France, je sais pas exactement comment c'est ailleurs, mais en tout cas en France, c'est que on résout les addictions par d'autres addictions. Enfin, nous, on a un copain qui était accro à l'héroïne. Ils lui ont filé de la méthadone. En tout cas, je pense que sur ça, pour l'instant, on peut pas encore compter sur la médecine française pour nous aider, pour ceux qui ont besoin d'être aidés, pour ceux qui ont envie d'être aidés. Je pense qu'on sait pas faire et surtout, il y a un vice là-dedans. Je trouve qu'il y a un vice. On pense d'abord à l'argent et
Je trouve qu'on se fout de notre gueule, quoi. En plus, c'est des médicaments qui sont chers, ça coûte de l'argent à la Sécu. Mais c'est con de... On se penche pas suffisamment sur le problème. On essaie de filer des médicaments à tout prix, alors que ça se trouve, ils ont besoin d'autre chose. Je trouve ça intéressant de savoir que ces idées circulent au sein des consommateurs, mais j'ai quand même plusieurs commentaires à faire sur les propos de Lucie. Premièrement, au sujet des risques. Les effets de l'héroïne sont en effet beaucoup moins puissants que ceux des psychédéliques. Si puissance signifie ampleur de la modification de l'état de conscience. C'est vrai que ceux qui ne connaissent pas les effets des drogues ont tendance à croire que les effets des opiacés sont très puissants, alors qu'en réalité, l'héroïne, par exemple, modifie moins la conscience que le cannabis. Si on met de côté les questions de dosage et d'accoutumance qui rendent la question trop compliquée. Les dangers de la consommation de l'héroïne ne se trouvent donc pas dans un risque de déstabilisation de l'édifice psychique. Ces risques sont avant tout liés à son potentiel addictif très important. Les opiacés et les psychédéliques présentent donc des risques différents pour les consommateurs, mais on ne peut vraiment pas dire que l'héroïne soit moins dangereuse intrinsèquement que les psychédéliques. Ensuite, sur la prise en charge des consommateurs qui souhaitent sortir d'une addiction aux opiacés. Le débat sur l'aide à leur apporter est ancien. Pendant longtemps, l'autorité de référence en France de la lutte contre la toxicomanie était le psychiatre Claude Lievenstein. Il considérait que les produits de substitution que sont la méthadone et le Subutex étaient une mauvaise piste de traitement, car ils ne traitaient pas le fond du problème rencontré par l'usager, la source du mal-être à l'origine de l'addiction. Ce qui est vrai. Les usagers qui prennent de la méthadone échangent leur addiction à une drogue illégale contre une addiction à une drogue légale. La méthadone et le Subutex sont des opioïdes. Mais cet échange leur permet de réintégrer plus facilement la société conventionnelle, s'ils en ont envie. Alors on peut critiquer le principe, mais d'une, les professionnels savent maintenant très bien tout ça, et au-delà du traitement de substitution, les soins en addictologie se concentrent aujourd'hui sur la personne et sur ses difficultés psychiques. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que l'arrivée des médicaments de substitution dans les années 90 a largement amélioré la condition des consommateurs d'opiacés, qui était quand même très compliquée à l'époque. Ah, si je devais faire un bilan, je pense que je regrette pas, parce que ça a fait de moi la personne que je suis. Ça m'a fait faire des rencontres de gens qui sont encore dans ma vie pour un bon moment, je pense. Et des gens bienveillants, surtout des gens bienveillants. On a fait des conneries, mais on a toujours appris de nos erreurs, quoi. Par exemple, on a une copine qui est tombée d'un toit quand on avait grimpé sur le toit alors qu'on avait pris de la MDMA. Donc voilà, on avait cherché la merde. Et ça nous a servi de leçon. On s'est dit, voilà, la prochaine fois, on fera attention. Moi, j'ai vécu des sales trucs. Franchement, je regrette dans le sens où... Je regrette que ça se soit mal passé, mais quelque part, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et ça a fait de moi la personne que je suis, et ça m'a appris beaucoup de choses. Et surtout, j'ai vécu des choses incroyables. J'ai vu qu'il existait d'autres sensations, des couleurs qui n'existent pas, des trucs de fou, quoi. J'ai vu des trucs de fou. Même si j'espère que je m'y tiendrai, et même si maintenant j'ai plus envie de retourner là-dedans, de réessayer de reconsommer. Si c'était à refaire, je pense que je le referais, parce que j'en suis là où j'en suis et ça me convient. Je fréquente toujours le serveur, ça n'a pas perdu de l'intérêt, j'y retourne, et surtout plus pour la communauté que pour l'information sur la consommation. J'y vais plus pour les gens maintenant, mais ça a pas perdu l'intérêt, ça a pas perdu de la valeur, au contraire. Et même si maintenant il est moins actif, il y a toujours des gens qui en ont besoin, et je trouve que c'est toujours utile pour quelqu'un qui est en galère, qui est sur la voie d'un bad trip. J'ai interviewé plusieurs dizaines de personnes depuis que j'ai commencé Substance, et je suis marqué par le fait qu'aucune d'entre elles ne m'ait répondu qu'elle regrettait d'avoir consommé, malgré les difficultés auxquelles certaines ont dû faire face. C'est encore le cas pour Lucie, qui a traversé plusieurs mois de détresse morale après son bad trip au LSD, et qui pourtant ne regrette pas.
Alors il y a sans doute un biais statistique important lié à la manière dont je trouve les témoins, donc on ne peut pas en tirer des conclusions générales, mais ça indique au moins qu'on peut vivre les difficultés liées à l'usage de drogue comme des épreuves desquelles on peut ressortir transformé. L'usage de drogue peut être un apprentissage du soi, de son esprit et de son corps. Ce n'est pas simplement un plaisir facile et immédiat comme on l'entend souvent. Avant de vous quitter, un petit rappel, vous avez la possibilité de soutenir financièrement le podcast pour m'aider à le produire grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, on changera de témoin. D'ici là, portez-vous bien.